Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui à nouveau avec un très grand plaisir Perrine Kenneson. Bonjour Perrine. Bonjour Nicolas, ça va ? Oui, ça va très bien, merci d'être à nouveau avec nous. Alors vous étiez venu nous présenter dans l'épisode 87 de la série Narcos. Vous revenez aujourd'hui, on va changer d'espace, on va changer de... quasiment pas de période d'ailleurs, on va rester dans les années 80, mais on va changer d'espace, on va se retrouver au Royaume-Uni pour présenter It's a Sin. Mais avant, je vais vous représenter pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 87. Donc vous êtes journaliste pour les magazines Cinématiseur, Le Film Français, Première, Trois Couleurs, Illimité et pour le site Somewhere Else. Vous êtes aussi la créatrice du podcast 7e Science qui est coproduit par Sorbonne Université et Binge Audio. Par ailleurs, vous êtes chroniqueuse sur Canal+ dans l'émission qui est En clair le Cercle Série et vous collaborez avec de nombreux festivals, dont Lumière, Champs-Élysées Films, Festival, Sérimania par exemple, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande, Filmo TV, et vous enseignez aussi à l'ESSEC. Et puis parfois, Perrine, on se retrouve aussi pour le podcast du magazine de la revue Saison, le podcast Intersaison, dont vous avez participé au numéro 2 et 3. J'incite les auditeurs d'ailleurs à écouter le podcast où on débat de l'actualité des séries, notamment avec Emmanuel Taïeb. Voilà, donc aujourd'hui, Perrine, on est ensemble pour parler de It's a Sin, une donc, série sur les années 80, sur le sida, sur le Royaume-Uni. Est-ce que peut-être, pour commencer, comme c'est de tradition dans l'histoire en série, vous pourriez présenter cette série-là pour les auditeurs et en faire le pitch rapidement? Bien sûr, déjà, tout plaisir est pour moi de revenir, Nicolas, je suis très contente que vous ayez fait appel à moi une deuxième fois. Donc pour revenir sur It's a Sin, c'est une série qui se déroule en 5 épisodes sur 10 ans, de 1980 à 1991. On va suivre 4 jeunes garçons gays qui sont aux prémices de l'âge adulte. Là, ils viennent d'arriver dans l'âge adulte, ils débarquent tous à Londres pour des raisons un peu différentes, d'études, fuir une famille potentiellement dangereuse. Donc on a Richie, Ash, Roscoe, Colin, chacun avec leur personnalité, leur forte personnalité, qui vont se mettre en colocation. On va suivre comment d'ailleurs ils vont finir par se mettre en colocation. Ils sont accompagnés d'une jeune fille, Jill. Et voilà, c'est la vie étudiante, c'est la fête, c'est le long des années 80, c'est génial, c'est top, sauf que débarque, un petit peu comme un croque-mitaine, le sida. Le sida arrive et commence à décimer, un peu voilà, comme dans un slasher, va décimer notre communauté qu'on a rencontrée, à laquelle on s'est fortement attaché. Et on va suivre cette progression en fait, de l'épidémie dans ces 10 années-là, entre à la fois un certain scepticisme au début, et puis les horreurs de la maladie, les horreurs d'une certaine discrimination sociale vis-à-vis de ces personnes, et surtout en particulier de la communauté gay. Donc c'est une série absolument bouleversante entre lumière et obscurité. C'est une très grande série de la part de Russell T. Davies, à qui on devait déjà Queer as Folk, qui avait vraiment été la série pilier pour les gays, qui mettait en avant la communauté et qui a été une série qui a ouvert les portes à beaucoup d'autres derrière, en tout cas. Effectivement, une excellente série, hein, It's a Sin, qu'on recommande pour beaucoup de raisons. Alors, on va essayer de vous présenter tout ça ensemble, Perrine, pendant cette émission-là. La première question que je voulais vous poser, c'était peut-être de planter un petit peu le décor de ces années 80 si particulières, hein, pour le Royaume-Uni, puisque ce sont les années Thatcher. Alors, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et évoquer cela ensemble avec nous? Oui, on est en plein dans les années Thatcher, hein. Pour les fans de The Crown, c'était la dernière saison aussi de The Crown, la saison 4. Donc c'est un retour à une certaine rigueur. C'est des années très compliquées. C'était des années aussi qui faisaient suite à une énorme crise économique
en Angleterre. Donc, on met en place une forme d'extrême rigueur que va représenter en fait Margaret Thatcher, et qui sera aussi des années de lutte, évidemment, de lutte ouvrière, en particulier, ce que va beaucoup documenter, par exemple, un cinéaste comme Ken Loach, qui revient très, très régulièrement. Et en particulier sur la communauté gay, la question du thatchérisme, en fait, elle est sous-jacente, elle n'est jamais complètement évoquée, on la sous-entend assez régulièrement. Il y a quelques scènes, notamment dans It's a Sin, qui l'évoquent, mais parce qu'en particulier, il y avait notamment le section 28, c'était l'article 28, en fait, qui a été lancé en 88, si je ne dis pas de bêtises, qui était un amendement pour empêcher notamment dans les écoles, de promouvoir l'homosexualité, ce qui a contribué aussi en fait à une forme à ostraciser en fait la communauté gay, à la ghettoiser, à la repousser davantage, ce qui est ultra violent, d'autant plus dans cette époque où en fait le début des années 80, la fin des années 70, début des années 80, c'était aussi une période de libération, après des années et des années de conservatisme terrible qui empêchait évidemment les homosexuels de vivre au grand jour. Il y a eu une petite période de liberté qui s'est tout de suite vue sapée par à la fois le retour du conservatisme, un retour ultra-violent, ces amendements qui débarquent et qui sont aussi particulièrement stigmatisants, et derrière la maladie qui, elle aussi, arrive au début des années 80, qui va finir d'enfoncer le clou, en fait, de cette violence vis-à-vis de la communauté gay. Bon, je reste vraiment sur le point de vue de la communauté gay, puisque c'est le sujet de la série, mais c'est vrai que les années 80 étaient des années assez complexes, en tout cas en Angleterre. Alors effectivement, Perrine, c'est très intéressant parce qu'on retrouve ici toute la complexité vue peut-être par le biais d'une communauté qui était à l'époque, vous avez en pleine quête de liberté. Ça, on le voit très très bien dans It's a Sin, c'est la communauté homosexuelle, et en particulier à Londres, avec aussi, on va y revenir dans l'émission, cette idée de ces jeunes qui arrivent à Londres et qui découvrent toutes les libertés de la ville par rapport à leur vie précédente, qui était beaucoup plus dans un carcan, on dira, carcan aussi de l'Angleterre thatchérienne. Mais j'aurais aimé commencer par quelque chose qui fait pour moi un des vrais points forts de la série, c'est la bande son, et en particulier peut-être que vous présentiez le titre, pourquoi ce titre-là, et le rôle majeur de la musique dans la série. Bah oui, on a la série s'appelle It's a Sin, qui est exactement du nom d'une chanson des Pet Shop Boys, qui était une chanson justement qui luttait en soi, enfin qui dénonçait en fait une forme de conservatisme et de bigoterie, mais qui n'était pas particulièrement à l'origine pour le groupe un hymne gay, mais ça rentrait dedans. Et ça a été complètement intégré par la communauté gay comme un hymne, voilà, vis-à-vis de cette violence qu'ils recevaient en permanence, et la sensation qu'on leur donnait, évidemment, que tout ce qu'ils n'étaient que honte, en fait. Et c'est aussi ce dont on va parler, évidemment, la série, c'est cette honte ressentie en permanence par une communauté. Et ça, le titre à ce niveau-là est terriblement bien choisi pour la série. C'est une chanson phare, évidemment, je crois, de 87 de Pet Shop Boys. Donc on est en plein dans les années, évidemment, que traite la série. Et par ailleurs, la série va s'amuser à mettre plein de tubes des années 80 pour nous aider aussi à nous situer dans le temps. En fonction des morceaux, on sait à peu près à quelle année nous sommes. On va avoir du Blondie, on va avoir vraiment beaucoup de chansons différentes. Je pense à Gloria, il y a vraiment plein de chansons absolument moi, géniales. C'est-à-dire que c'est une BO que j'écoute en boucle non-stop depuis que j'ai vu la série. Et en même temps, cette musique qui maintenant est de la totale pop culture, c'est de la musique qui est rentrée tout à fait dans nos playlists et autres, traduit évidemment une ambiance particulière de l'époque, une ambiance à la fois très festive, clairement, mais teintée aussi totalement de mélancolie, puisque c'est des chansons qui, sous des airs avec des rythmes très forts, des forts BPM, etc.,
ont des paroles qui sont souvent assez difficiles, assez dures, assez tragiques et très mélancoliques. Et je trouve qu'à ce niveau-là, la bande-son est le parfait, comment dire, accompagne parfaitement en fait cette série. Elle n'est pas que décorative, elle raconte quelque chose aussi de ces années-là et de ce que vivent les personnages. Alors, vous avez évoqué l'introduction Russell T. Davies, hein, quelqu'un qui joue un grand rôle dans la production sérielle et puis par son discours aussi, vous l'avez dit, hein, dans son discours à travers une série c'est déjà sur les LGBTQ qui était très, très importante, mais aussi il est connu, alors peut-être un petit peu moins en France, mais beaucoup au Royaume-Uni, pour une de ces séries dystopiques majeures sur le populisme qui est Years and Years. Donc, c'est quelqu'un qui dissèque véritablement la société anglaise. Hein. On parlait de Ken Loach tout à l'heure, auteur et cinéma très engagé, mais Russell T. Davies, c'est quelqu'un aussi de majeur dans ce côté-là. Ah, complètement. Russell T. Davies, c'est quelqu'un qui a un œil très perçant sur la société dont il parle. Mais ce qui est fort chez lui, c'est que c'est l'air de rien. C'est qu'il. Alors, peut-être que dans Years and Years, c'est d'autant plus visible, puisque c'est cette dystopie sur 10 ans, là aussi, qui nous projette dans un futur particulièrement effrayant. C'est que la série est sortie en 2019, si je ne dis pas de bêtises, et c'est horrible puisque derrière, plusieurs choses se sont enchaînées qui étaient en écho avec la série, alors qu'on nous prédisait ça dans plusieurs années. Donc c'est une série terrifiante, mais cette capacité justement à prédire le futur de Russell T. Davies, c'est parce qu'il est très juste sur ce qu'il sait de son époque, en fait. C'est quelqu'un qui est un grand observateur, c'est quelqu'un qui a aussi énormément de tendresse, mais qui n'est pas non plus naïf par rapport à son époque, mais il est très tendre vis-à-vis de ses personnages. On parlait de Queer as Folk aussi, puisque c'était vraiment la série emblématique, comment dire, dans les années, c'était quoi, les années 90, Queer as Folk. Et c'était une série qui était très intéressante parce qu'elle parlait justement de la communauté gay et elle ne parlait jamais du sida, par exemple. Jamais. C'est un mot, c'est quelque chose qui n'était jamais évoqué dans la série, ce qui lui a été reproché, en fait, énormément. Et, lui, en fait, a dit que c'était assez volontaire, qu'il ne parle pas du sida, qu'en fait, le fait de ne pas en parler, c'était c'est justement ce silence qui était assourdissant. C'était le fait qu'on n'en parle pas, c'est qu'il est présent en sous-texte, en sous-bassement. Et il n'était pas prêt, lui qui a vécu, homosexuel, qui a vécu les années 80 en Angleterre, au moment où le sida apparaissait, n'était pas prêt, en fait, dans les années 90, à en parler. C'était beaucoup trop dur, c'était beaucoup trop violent. Il lui a fallu du temps, il lui a fallu une vingtaine d'années pour arriver à faire un peu la paix avec ça, à regarder en fait en arrière et à savoir en tirer quelque chose, ce qui donne It's a Sin. Et c'est fabuleux ce temps de la réflexion parce que, voilà, encore une fois, Russell T. Davies est un homme absolument brillant, absolument intelligent, mais qui a aussi pas se précipiter et de réfléchir à son sujet très fort, toujours de traiter ses histoires avec une certaine, comment dire, il est brut, il ne prend pas de détour, il ne cache pas la réalité, mais il emplit couleurs, il emplit ces images de joie pour contrer finalement une sorte de morosité. Ce qui est beau dans l'œuvre de Russell T. Davies, c'est la joie inhérente malgré tout, résiliente, vraiment malgré tout, que tout ça que tout peut arriver, mais qu'il faut chercher définitivement la joie, le bonheur et les couleurs. Et ça, je trouve que c'est en soi une force de caractère qui fait pour moi de Russell T. Davies un très très grand showrunner en tout cas. Effectivement, hein, on parlait tout à l'heure ensemble du rôle de la musique dans cette série. La photo, vous le dites aussi, est absolument magnifique parce qu'elle met de la couleur dans un sujet très noir. On va y revenir sur ce sida que vous avez qualifié à juste titre de croque-mitaine, hein, parce qu'il apparaît tel quel. Mais vous avez évoqué à l'instant le fait que Russell T. Davies avait très bien connu ces années 80 en Angleterre, avait très bien connu ce milieu-là dans les années 80. Est-ce que It's a Sin, on peut parler de série autobiographique, Perrine? Alors, autobiographique, peut-être pas, mais avec une part d'autobiographie, clairement. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse retrouver dans un personnage en particulier Russell T. Davies, mais on retrouve ce que lui a vécu. Si, il y a un personnage clairement qui est tiré de
de sa réalité. C'est le personnage de Jill, le personnage féminin, qui est un hommage direct à une amie à lui, en fait, et qui d'ailleurs, c'est assez amusant, cette amie-là, qui l'a accompagnée dans cette période-là, qui a été une femme très présente. Enfin, vraiment, il y avait cette idée de la coloc. Elle-même était avec des amis gays qui, malheureusement, ont été décimés par la maladie. Elle a été cette femme qui a beaucoup accompagné, aidé. Et elle joue d'ailleurs dans la série, puisqu'elle joue la mère du personnage de Jill. Donc il y a un bel hommage de Russell T Davies à son ami de toujours, mais aussi ces autres personnages qu'on côtoie dans la série, hein, les 4 garçons, Richie, Ash, Roscoe et Colin. Pour Russell T Davies, c'est aussi un hommage à tout le monde qu'il a connu à l'époque, et qui ne sont plus, il leur redonne vie. C'est absolument bouleversant, en fait, cet hommage où d'un seul coup on contre cette mort injuste et prématurée en leur redonnant une vie par la puissance de la fiction. Mais ce qui est fort, voilà, dans la série, c'est que il raconte, c'est là où c'est en partie un peu autobiographique, en tout cas très fortement inspiré de sa vie, c'est qu'il raconte cette histoire du sida, cette histoire de ces années 80, de son point de vue. C'est-à-dire pas d'un point de vue militant. Ça n'est pas quelqu'un qui était tout de suite dans des associations qui défendaient la cause gay ou qui était très investi dans la question du sida. Non, il était cette masse, il faisait partie de la masse, en fait, cette grande masse silencieuse qui regarde les choses passer mais qui ne se rend pas toujours bien compte tout de suite. Et qui prend les choses de plein fouet en réalité. Il rend hommage aussi à ces personnes qui ont découvert au fur et à mesure, ont appris au fur et à mesure, ont souffert clairement tout au long de ces années 80. Il rend vraiment hommage à ces personnes qui ne savaient pas, qui parfois ont ignoré un peu volontairement parce qu'on n'avait pas envie de s'embarrasser avec des choses négatives. Encore une fois, on sortait de dur, notamment pour la communauté gay, donc on n'avait pas envie de renoncer à la liberté. Et je trouve que c'est très beau, en fait, je trouve que c'est très rare en réalité de raconter cette histoire du sida d'un point de vue non militant, et pas seulement non plus du point de vue d'une personne malade, mais de ceux qui traversent ces années-là, qui, comme lui peut-être, ou comme d'autres personnages dans la série, sont passés à travers les mailles du filet. Mais ont été témoins de choses absolument terribles. Et c'est vraiment une série du témoignage. Et je trouve qu'en ça, c'est aussi ce qui fait, parmi tout le reste, la grande force et la grande beauté de It's a Sin. Vous avez tout à l'heure évoqué la question de temporalité et on évoque cette question-là très souvent dans l'histoire en série parce que c'est aussi une série est le produit de son époque et elle produit aussi elle-même un regard certain sur une époque. Et vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant disant que si Russell T Davies n'a pas fait cette série-là dans les années 90, à l'époque où il a fait Queer as Folk, où il ne parlait pas du sida, parce que c'était trop dur pour lui. Alors, le temps, bien sûr, a fait son œuvre là-dessus, mais revenir 40 ans plus tard quasiment sur ces années 80 qui ont été marquées par le sida dans la communauté homosexuelle, mais surtout marquées par, vous l'avez dit, toute la casse sociale au Royaume-Uni. Est-ce que là aussi, le jeu de distanciation n'est pas important dans la façon dont Russell T Davies a showrunné cette série-là finalement? La distanciation, et je pense que, comme je disais, c'est qu'elle était nécessaire pour lui, pour réfléchir, pour apprendre aussi à savoir quel était le sujet, en fait, pour lui. Parce que le sujet, si on regarde bien It's a Sin, le sujet n'est pas tant le sida en lui-même. Le fameux sin, le fameux péché du titre, ça n'est pas le sida. Le sida, c'est un fléau, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, c'est quelque chose qui est de l'ordre du tragique, c'est une calamité. On ne peut pas le prédire, donc on ne peut pas en vouloir de cette façon à quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser du tout. Ça, malheureusement, il en fait un constat absolument terrible qui est c'est comme ça, mais le péché, il est double. Il est ailleurs pour lui. Le péché, il est à la fois dans comment dire, à la fois ce que le sida a entraîné, c'est-à-dire une forme de conspiration à un moment donné où on essayait d'imaginer que
Enfin, voilà, c'était un truc biologique russe. Enfin, tout y est passé, hein. On n'a rien inventé avec le Covid, avec la Covid, pardon. Toutes ces formes voilà, de déni complet, oui, de conspiration et de mensonge, qui en fait a retardé finalement et a créé de la méconnaissance autour du sida et donc multiplié les morts, que si on avait pris les choses en main plus tôt et on avait parlé des choses plus correctement, si on n'avait pas prétexté que le sida était une attaque divine pour s'en prendre à une communauté ou autre, enfin ce genre d'horreur bigote et conservatiste, voilà. Si on n'avait pas fait tout ça, peut-être des vies auraient été sauvées. Donc il y a ce premier péché du déni, enfin voilà, du déni puis de l'aveuglement. Et puis de l'autre côté, il y a un autre déni qui est le péché et qui est peut-être celui auquel Russell T. Davies s'en prend le plus, c'est le déni coupable de l'État, en fait, de l'État d'Angleterre qui a aussi par désintérêt, pour des raisons morales mal placées, a nié l'épidémie complètement et a laissé des gens mourir dans des hôpitaux transformés en mouroirs, à laisser des gens être mis au banc de la société, à créer une honte en fait. Une honte, non seulement il y avait déjà les restes de la honte terrible d'être tout simplement homosexuel, mais là encore plus d'être un pestiféré. Et là, il y a la honte, comment dire, créée par l'État, mais la honte qui donc se propage au sein de la société, au sein des familles, jusqu'au plus petit dénominateur, en fait. Et c'est cette honte qui pour lui, le vrai péché de cette époque-là. Et je pense qu'il avait besoin d'un temps qu'il n'avait pas à la fin des années 90, au début des années 2000, il n'avait pas encore eu le temps de la réflexion, c'était encore la souffrance, c'était trop immédiat. Euh, il y avait besoin de réfléchir aussi à qu'est-ce qui était le vrai problème. Et le vrai problème, évidemment, la maladie est un problème, mais la maladie, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Par contre, le comportement des autres humains, c'est quelque chose que l'on peut contrôler. Et ça, c'est, enfin, en tout cas, les décisions d'État, etc., les décisions qui ont été prises et voilà, qui ont encore une fois amené à la souffrance de milliers de personnes, millions même, ça, c'est coupable. Et je pense que c'est là où il avait besoin de ce temps-là. Et alors, c'est marrant parce que paradoxalement, enfin marrant, je vais mettre beaucoup de guillemets à marrant, mais paradoxalement, la série sort donc en 2021, en 2020, pardon, 2020-2021. On est en pleine crise du Covid. Ces histoires de désinformation, ces histoires de conspirationnisme, elles sont là. Donc la série résonne très 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 fortement avec notre époque. Avec 40 ans d'écart, elle résonne énormément, énormément avec ce qu'on est en train de vivre. Sauf que, à la petite différence que on charge très vite, très rapidement, très vite on a mis les choses en place, on a en tout cas essayé de parer, plus ou moins bien, c'est un autre débat, on a essayé de parer à cette maladie, là où dans les années 80, rien n'a été fait pour empêcher qu'elle se propage, et au contraire, on a juste laissé particulièrement une communauté, il y a évidemment les personnes homosexuelles, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont addicts à certaines drogues qui nécessitent des piqûres, ou enfin il y a tout plein de personnes qu'on a laissé presque volontairement mourir en niant le problème. Et c'est là la grande différence peut-être entre la Covid et le sida. Mais c'est intéressant de voir comment cette série, je ne pense pas qu'il l'ait fait en pensant à ça, puisque évidemment ça nous est tombé dessus et la série était déjà produite et tournée. Mais c'est intéressant comme quoi les choses peuvent résonner d'une époque à l'autre. Alors, vous l'avez dit, hein, vous venez de commencer à l'évoquer à l'instant, c'est un regard sans phare sur le sida, c'est un regard sans phare sur les politiques de l'époque, les non-politiques plutôt, vous l'avez bien dit, hein, de l'État. Et ce qui est aujourd'hui, d'ailleurs, presque choquant, c'est de voir avec quel déni les malades ont été traités avec ce sentiment, vous l'avez dit, de faute sur eux, avec littéralement un enfermement comme quelqu'un qui pourrait transmettre la maladie rien qu'en étant là parmi nous. Il y a une réelle méconnaissance. Et ça, 40 ans après, on a du mal à croire que véritablement, ça s'est passé comme ça. Ah oui, mais c'est là où la série
un vrai choc, parce qu'en plus, bon, voilà, il nous a amené à découvrir des personnages dont on tombe littéralement amoureux. Enfin, ils sont extraordinaires et on voit ce qu'ils subissent. C'est violent, enfin, c'est ultra violent. On ne peut pas imaginer 2 secondes que ça ait pu exister. Cette manière déjà donc de les stigmatiser en disant que le sida, c'est le cancer gay. Donc ça fait preuve déjà d'une grande, à la fois, c'est insultant et par ailleurs c'est de la méconnaissance totale. Donc on comprend déjà là qu'il y a, il y a un vrai souci en tout cas de réflexion et de communication autour de cette maladie. C'est l'absence de prise de conscience, de recherche qui mène à des dérives terribles, absolument terribles. En effet, on a le personnage de Colin, par exemple, qui est ce jeune garçon très timide, très, voilà, très introverti, qui malheureusement tombe malade, qui se retrouve littéralement enfermé dans une unité spéciale comme s'il était un pestiféré, vraiment. Alors après, il y avait une peur inhérente à l'époque, on ne maîtrisait pas cette maladie et donc on ne savait pas exactement comment elle se transmettait, mais tout ça fait partie de la méconnaissance. À partir du moment où on n'a pas décidé de se renseigner, on agit par... c'est la peur qui régit les actions. Donc, c'est là où la série est tout en nuance, c'est-à-dire qu'elle ne condamne pas non plus parfois certaines réactions, mais c'est vrai que la violence de ce que l'on peut voir, et on se dit ça à 40 ans, enfin les années 80 c'est quand même pas si loin, ça nous paraît absolument choquant. Et je trouve qu'il arrive très bien à relater en fait vraiment à la fois le délire de la méconnaissance, hein, notamment, il y a toute une scène très intéressante où le personnage de Colin va aux États-Unis et on lui demande de ramener de la littérature gay parce que bon, il n'y en avait pas ou peu en Angleterre, et pour en apprendre plus en fait sur ce sida, parce que littéralement, il y avait pas rien n'était dit, rien n'était fait. Ce n'est qu'en 88, je crois, qu'il y a une première campagne de pub à la télévision pour parler du sida, une campagne terriblement dure, qui faisait très peur, en gros, qui disait ne mourrez pas parce que vous ne saviez pas, et qui en gros est une tombe en train de se construire. Enfin, la pub est terrifiante, mais au moins elle a été évocative. Ce qui en France, par exemple, avait été jugé beaucoup trop violent et on avait préféré mettre ça sous le tapis. Bon, ben, c'est pas une réaction beaucoup plus intéressante non plus. Donc il y a une prise de conscience beaucoup trop tardive, mais qui est ce que nous démontre la série, qui est le résultat d'une morale mal placée, d'un conservatisme qui a la vie dure, d'un sens de la tradition qui est délétère. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant par rapport à la série. La série ne cherche pas à montrer le mécanisme du sida, à comment fonctionne la maladie ou autre. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est comment on l'a aidé à proliférer. Comment on l'a aidé tout en punissant doublement toute une communauté qui déjà subissait la maladie, mais alors en plus subissait comment dire, le rejet, le rejet de la société. Et en fait, le sida, il est double, hein, il est la maladie, mais il est aussi le comportement des personnes autour en tout cas, particulièrement de la communauté gay. Quand on regarde It's a Sin, on prend une claque véritablement par rapport à tout ça, hein, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport au sujet, par rapport à la bande son, par rapport à la photo, par rapport aussi, moi j'ai trouvé au fait que Russell T Davies arrive véritablement à mêler deux caractères essentiels, j'allais dire presque pour faire une bonne série, c'est l'intime et l'universel. Et là, je crois que on a les deux. On a à la fois la vie privée de ces jeunes gens que l'on suit et le caractère universel du message qui en ressort. Ça, c'est très, très fort. Ah bah, bon, on croit qu'on n'a plus rien à apprendre à Russell T Davies en termes d'écriture, mais c'est vrai il a compris quelque chose de très fort. C'est plus on est intime, plus on est personnel, plus on touche à l'universel. Et c'est ce qu'il fait, en fait, c'est-à-dire en racontant l'histoire de ces personnages. Et puis ces 4 garçons qui sont très différents les uns des autres. On a l'exubérant Roscoe, on a le très solaire et en même temps privé et inquiet Richie, le très timide mais super timide Colin. Voilà, on a tous ces personnages qui ont des caractères absolument différents,
Donc, montrer aussi que résumer la communauté gay à certains stéréotypes est une connerie. Et donc, c'est là où ça touche. D'un seul coup, on parle de personnes intimement, mais on fait référence à des stéréotypes plus universels qui ont la vie dure et qui sont déjoués par ces personnages totalement. Et derrière, en utilisant bien sûr leur vie, leurs émotions, leurs amours, leurs désirs, leurs joies, leurs peines, qu'on va accompagner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on tombe sincèrement amoureux de ces personnages. Enfin, vraiment, moi, je me souviens qu'à la fin des épisodes, il m'a fallu un petit temps de me dire que de devoir les quitter. C'était des gens que j'avais envie de continuer à fréquenter. Et bien, en fait, d'un seul coup, en étant aussi intime et en créant une telle intimité avec ces héros, d'une certaine façon, la série raconte beaucoup de choses, à la fois de l'état de cette gestion du sida, à la fois d'une communauté, et aussi à travers le personnage de Jill, notamment sur le rôle des femmes. À l'époque, ces femmes, comme ces hommes étaient souvent très, très rejetés, dans une pensée très viriliste, on les rejetait déjà, et puis alors en plus avec la maladie, les femmes qui étaient plus souvent infirmières, c'était elles qui s'occupaient d'eux, pardon, dans les hôpitaux. Donc elles ont été en première ligne de la maladie et elles ont accompagné, elles étaient présentes. Il y a toute cette question du rapport à la mère aussi, évidemment. On voit des personnages de mère très très différents, des femmes qui acceptent totalement l'homosexualité de leur garçon, et d'autres qui sont dans un déni absolument total et criminel. La série, encore une fois, utilise ces personnages pour raconter un monde, raconter quelque chose du monde. Et c'est en ça qu'elle est, encore une fois, très, très brillamment écrite. Le sujet est véritablement au cœur de l'actualité, hein, des séries et des films. Le sida, les années 80, 90. Hein. Moi, quand j'ai regardé It's a Sin, j'ai pas pu m'empêcher de faire des analogies avec un très grand film sorti quelques années juste auparavant, en 2017, c'est 120 battements par minute. À part que ça se passe dans les années 90, à part qu'on est à Paris avec des militants d'ACT UP, mais on a ce regard-là sur le sida qui est le même, c'est sur les débuts de ce qu'on peut là aussi qualifier de pandémie. Et votre image tout à l'heure était forte à propos par rapport à la Covid, justement, c'est très intéressant de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de cette comparaison-là, que, à mon avis, Russell T. Davies n'a pas voulu faire, mais on voit bien hein, que là, on a quand même entre 120 battements par minute et It's a Sin, deux objets visuels véritablement majeurs par rapport aux années 80-90 et au sida et à la communauté gay. C'est évident qu'on pense à 120 battements par minute, mais c'est vrai, comme je le disais, et comme vous l'avez dit, et comme je le disais tout à l'heure, c'est que, voilà, là, pour le coup, on est du point de vue militant, dans 120 battements par minute. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même manière, le même prisme, en tout cas, pour aborder la question, en plus de la géographie. On n'est pas tout à fait dans le même prisme. Mais je trouve ça très intéressant, en fait, que d'un seul coup, ces œuvres, elles arrivent à peu près à des périodes similaires. Après, le sida n'avait pas été évoqué auparavant. Hein, on peut même penser à Philadelphia d'une autre façon. C'est une autre manière de l'aborder, beaucoup plus. Maintenant, c'est vrai, quand on voit le film, parfois on se dit qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus stéréotypées, mais en même temps, c'était un premier pas et c'était très proche en fait de l'épidémie. C'était même pendant. Et il ne faut pas croire qu'elle est finie, hein, c'est-à-dire que ça continue. Mais je pense que c'est des œuvres, c'est intéressant qu'elles sortent maintenant parce que justement, on parle de cette épidémie, on dit l'épidémie dans les années 80, début des années 90, et on a l'impression que depuis l'invention de la trithérapie, tout ça, ça va mieux, quoi. Enfin, tout va bien. Alors, ça va mieux, mais tout va pas bien. Et je pense que ces films-là sont à la fois une pensée, une mémoire qui ressort comme une nécessité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des voix ont été tues et elles doivent sortir. C'est une manière d'enfin pouvoir s'exprimer, ce que je trouve fort. Et voilà, tant mieux si enfin il y a la liberté de pouvoir dire les choses. Il y a ce recul qu'on évoquait tout à l'heure aussi nécessaire pour regarder les choses différemment, essayer de voir, voilà, de peser un petit peu tout et ne plus être tout à fait dans l'immédiateté et l'épidermique. Mais aussi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de transmettre, évidemment, à des générations qui n'ont pas connu ces années-là du tout, qui ne se rendent pas compte de ce que ça a été, de transmettre la réalité de cette histoire-là, et aussi la réalité de son actualité, qui est, certes, on en entend peut-être moins parler, certes, c'est peut-être moins prégnant,
mais ça continue et le fait est qu'il est nécessaire de continuer à transmettre un message. Je ne pense pas que les films soient faits seulement dans une idée évidemment dans une idée de prévention, ce n'est pas la question, mais je pense que ça y contribue aussi. D'ailleurs, en Angleterre, après la série It's a Sin, il y a eu un boom des dépistages du VIH, en fait. Et ça, il y a eu une prise de conscience. Beaucoup de jeunes gens, notamment, se sont aperçus que peut-être qu'ils traitaient le sujet un petit peu trop à la légère et qu'il était temps voilà, il y a eu un effet. Ces films-là, encore une fois, qui n'ont pas vocation à être des films préventifs, c'est pas que ça. C'est à la fois une manière de raconter une mémoire, de prendre en charge aussi la mémoire, c'est-à-dire de raconter par ceux souvent qui l'ont vécu, donc de prendre en charge le discours et pas le laisser aux autres. Et aussi une manière voilà, de montrer la réalité et l'actualité du sujet. Et je pense que c'est des films et séries qui sont, en plus d'être des belles œuvres, parce qu'avec une vraie réflexion cinématographique, une vraie réflexion de mise en scène, une vraie réflexion d'écriture, c'est pas juste comment dire, voilà, c'est pas fait à la va-vite, quoi. C'est vraiment pensé, ce sont des grandes œuvres audiovisuelles et cinématographiques. En plus de ça, c'est des séries et films qui sont pour moi particulièrement nécessaires à l'heure actuelle. Perrine, quelles sont en conclusion véritablement sur cette série-là, It's a Sin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous avez commencé à évoquer, c'est très intéressant cette idée qu'on est là à la fois sur des notions d'histoire, on l'a dit, de la présentation du contexte, mais aussi de mémoire, puisque c'est un groupe qui rappelle ce qu'a vécu le showrunner dans sa jeunesse. Mais on en retient quoi finalement pour vous véritablement? C'est pas à la fois c'est très noir par le sujet, mais c'est très beau par la photo, par la bande de son. Voilà, c'est un peu tout ça, It's a Sin. Ah bah, c'est un petit peu tout ça, It's a Sin. Bien sûr qu'on en retient, le sujet, ce que ça évoque. Encore une fois, de ne pas se tromper de sujet. Le sujet est assez clair sur les reproches que fait Russell T. Davies et qui n'y va pas par le dos de la cuillère. Et voilà, il y a ça. Mais moi, ce que je retiens d'It's a Sin, au-delà de toutes ces questions et ces réflexions et de ce sujet-là, c'est ces personnages et c'est sa lumière. C'est tellement beau, c'est tellement émouvant, c'est tellement fort. C'est 5 épisodes où il y a une frustration terrible parce que bien sûr que cette histoire, elle est, voilà, 5 épisodes, c'est très bien, ça raconte tout, c'est parfaitement maîtrisé. Mais on a envie de passer tellement plus de temps avec ces personnages. On a envie, et ça, moi, c'est ce que je retiens. C'est la beauté extraordinaire, la qualité d'écriture des personnages que Russell T. Davies met en scène. Et pour moi, rien que pour ça, It's a Sin, c'est à voir parce que, bien sûr, c'est sombre sur ce que ça aborde, mais c'est tellement beau sur la lumière que ça apporte. Je pense qu'en ce moment, on est tous un peu moroses, on est tous un peu tristes. Ça n'a pas été une période facile pour qui que ce soit. Et encore une fois, on a l'impression que cette série va nous mettre la tête sous l'eau encore un peu plus, mais c'est pas vrai. On sort de It's a Sin en larmes, mais avec un sourire démentiel, parce qu'à un moment donné, on a redécouvert de la chaleur humaine, et moi, ça m'a fait un bien fou. Perrine, merci beaucoup pour la présentation de la série It's a Sin, donc sur les années 80, sur le sida au Royaume-Uni. Donc vous retrouverez, hein, chers auditeurs et auditrices, sur le site internet histoireensérie.com le résumé de l'émission avec aussi les liens pour aller l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi pour notre actualité sur histoireensérie.com, le site internet, sur le @histoire-série, le fil Twitter, et puis nous venir discuter avec nous de cette série-là ou d'autres, de séries en général, d'histoire, de sciences humaines, sur notre groupe Facebook, donc Histoire en série. Vous avez aussi le résumé de l'émission ainsi que les liens pour aller écouter chez notre partenaire nonfiction.fr. Je rappelle, Perrine, on peut vous retrouver régulièrement dans de nombreux magazines liés aux séries ou au cinéma, dans le festival Sérimania, et puis je recommande, si vous ne connaissez pas, d'aller vous retrouver dans le cercle série Canal+, qui est en clair accessible à tous et qui est toujours une présentation à la fois très sérieuse mais aussi très décontractée de toutes les séries. C'est très très intéressant, je recommande ça aux auditeurs. Perrine, merci encore pour votre intervention, puis à bientôt, ça sera toujours un plaisir. Merci Nicolas, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.